Bon, donc on commence. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'administration de la gouvernance et de la conformité à la suite de ce qu'on a vu hier concernant la gestion Mhm. des identités, Azure Active Directory, quelle est la Mhm. différence entre l'Active Directory on-prem et puis Azure AD qui est devenu aujourd'hui Intra ID. Voilà. D'accord. Comment on crée les comptes, les groupes. La différence, c'est que sur Azure, il n'y a pas d'unité d'organisation, il n'y a pas de GPO. Et la grande différence majeure aussi réside dans les méthodes d'authentification. Hein. Pendant que on-prem, on utilise NTLM et Kerberos, sur Azure, c'est OpenID, SA, MLM, ML plutôt, Authentication, ainsi de suite, puis Windows Federation. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va aborder la gouvernance et la conformité. Alors, je suppose que dans tes tâches quotidiennes, tu as souvent, enfin, tu rencontres souvent ces genres de questions concernant la gouvernance et la conformité. Donc, si tu peux brièvement donner l'idée qui te passe par la tête quand tu entends gouvernance et conformité. Chap. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, donc, qu'est-ce que vous entendez par gouvernance et conformité? Gouvernance. Le silence est long, hein? Je vois pas. Oui, je vois pas. Ok, donc, gouvernance. Bon, comme on entend gouverner, donc, c'est l'administration, pas l'administration comme un IT système le fait ou bien un gars réseau le fait, mais comment gérer hein, tes ressources ou sinon ton infra dans Azure, ou sinon bien gérer ton abonnement dans Azure. C'est ça qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire ne pas faire La bonne n'importe... gérance, quoi. Voilà, la bonne gérance de ton infra dans Azure. Parce que quand tu entends l'infra dans Azure, c'est des milliers de choses. On a des ressources, on a des services, il y a plein de trucs qui sont dedans. Donc, comment bien gérer? Maintenant, euh, la conformité, c'est que dans ta gestion, tu vas éditer des règles ou bien des garde-fous qu'on ne doit pas dépasser. Et donc, tout ce que tu auras dans ton infra doit normalement être sous le contrôle de ces policies-là, de ces règles-là. Donc, tout ce qui est conforme à ces règles, on parlera de conformité. Et tout ce qui ne respectera pas ces règles de bonne gestion, de bon fonctionnement ou bien de bonne gouvernance, on parlera de non-conformité. C'est bon? Donc, si tu veux, les deux vont de pair. Pour qu'il y ait une bonne gouvernance, il faut qu'il y ait des règles de conformité. Donc, si tu veux, la gouvernance s'appuie sur la conformité. C'est bon? C'est bon. Donc, voilà. Donc, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, nous allons voir ce que c'est d'abord qu'une région Azure. Alors, je disais tantôt que Azure, c'est un ensemble de data centers que Microsoft a fait, enfin, a construit, a mis en place à travers tout le monde entier. Donc, depuis l'Amérique du Nord jusqu'en Australie, en passant par l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, les dragons d'Asie, jusqu'en Corée et au Japon,
il y a des centaines de data centers que Microsoft a construits. Donc, quand vous entendez parler de région Azure, une région Azure regroupe un certain nombre de data centers. C'est bon? Voilà. Donc, une région Azure pleinement constituée, c'est une région où on peut trouver 3 data centers maximum. Donc, si je prends par exemple l'Est des États-Unis, si on te dit région Est 1 des États-Unis, c'est que dans cette zone géographique-là, on a 3 data centers. Maintenant, il arrive souvent qu'on ait des régions où on n'a seulement que 2 data centers. C'est le cas de l'Afrique du Sud, où on a Johannesburg et Durban. On a des régions où on n'a seulement que 1 data center. C'est le cas du Brésil. Voilà. Le Brésil Donc, seulement. oui, il y a un seul data center. Je crois qu'il y a la Thaïlande ou bien quelque part aussi où il y a un seul data center. Donc, Je vois un peu du côté de l'Afrique, là. oui, c'est Ah, l'Afrique du Sud seulement, où ah, on a, ok. où on a 2. Ok, oui, il y a deux data centers là-bas. Voilà. Donc, on a des régions où il y a un seul data center, des régions où il y a 2 data centers, mais les régions, je peux dire du niveau supérieur, c'est 3 data centers. C'est bon? Donc, Azure, c'est en moyenne entre 60 et 70 régions dans le monde. Donc, si on prend une moyenne de 2 data centers par région, on est autour de 130, entre 100, bon, minimum 120, maximum 140 data centers à travers le monde. C'est pas petit, hein. Et un data center, c'est pas nos petites salles 4000 là, hein, où on a 2 racks là. Voilà. Un data center, c'est vraiment une grande salle, un peu comme notre fameuse salle d'exposition qui est à l'aéroport là. Voilà. Tu as un peu comme ça là. Ça fait un data center. Donc, c'est pas petit. Donc, si on te dit que dans une région, on a comme ça 3, et chaque data center est indépendant du point de vue énergétique. C'est-à-dire que chaque data center a ses sources d'alimentation. Voilà. Si CIE, faut pas CIE va couper le courant et puis bon. Donc, ils prennent toutes ces dispositions-là du point de vue énergie, euh, aération, système de Aération. refroidissement, les équipements réseau, les équipements de stockage et puis la partie computing. Voilà. Donc, chaque data center, on retrouve tout ça. Donc, tout ça, c'est fait pour augmenter non seulement la flexibilité, l'évolutivité aussi, hein, quand on est en train de déployer des services ou des solutions, et puis pour la sécurité surtout. Voilà. Parce que quand vous prenez une région, Azure va créer ce qu'on appelle des paires de régions, ou bien des régions appairées. Ça veut dire, par exemple, que l'Est des États-Unis, où il y a, par exemple, 3 data centers, donc S1 aura sa région paire, par exemple, à l'ouest des États-Unis. Je ne sais pas si tu vois. Ça veut dire que quand tu déploies des ressources dans une région, derrière, Azure va répliquer ça vers sa Répliquer les région, données ailleurs. voilà, vers sa région paire, Ok, de sorte à ce que je vois. si la région initiale a des soucis, automatiquement, on puisse te rediriger là-bas. Mais c'est transparent pour toi, hein. Voilà, comme c'est Oh, lors oui, d'une je vois. formation, c'est pourquoi je suis en train de t'expliquer ça. Sinon, c'est transparent, Je vois. hein, Donc, pour les... il y a une redondance Voilà, des au régions. niveau On parle de des régions. infra. Voilà, des De régions région paires. même. Ok. Oui, ça, c'est les régions. Maintenant, même si on redescend, à l'intérieur d'une région, on a 3 data centers physiques. Maintenant, dans chaque data center physique, il y a ce qu'on appelle des data centers logiques. C'est beaucoup de sécurité, hein. Donc, tu prends un data center physique à l'intérieur, c'est-à-dire que physiquement, c'est un seul bâtiment, mais quand tu rentres, c'est 2 data centers de manière logique qui fonctionnent là-dedans. Je Donc, comprends. ouais, les deux là, c'est comme si c'est une forme de haute disponibilité.
Voilà. Donc, on appelle ça une zone de disponibilité. Voilà. Et puis, à l'intérieur même de chaque data center logique, quand on veut créer, par exemple, un stockage, un volume plutôt, pardon, on ne prend pas de l'espace dans un seul rack, on ne prend pas l'espace sur une seule baie, on ne prend pas de l'espace sur un seul disque. Donc, c'est vraiment beaucoup de sécurité, de sorte à ce que peu importe l'incident qui puisse survenir, voilà, tes données soient Il toujours, y a déjà un backup à quelque part. voilà, tout ça, tout est déjà fait. Voilà. Maintenant, ce qui fait la particularité de Azure, c'est que toutes ces régions-là, toutes ces data centers que tu vois là, sont interconnectés entre eux par un réseau mondial de fibre optique. Et c'est un réseau privé qui est Ok. déconnecté d'Internet. Donc, Qui est déconnecté. bon, quand je dis déconnecté, c'est séparé d'Internet. D'accord. Tu peux passer par Internet pour y accéder, mais Mhm. Azure, c'est pas Internet. Donc, comment est-ce qu'ils sont interconnectés? Voilà, très bonne question. Mhm. Comment de ton bureau tu vas sur Internet? Oui, à travers la connexion d'Orange. Voilà. Donc, Azure, c'est un réseau privé. Je dis bien réseau privé, c'est un LAN. Si tu veux, c'est un LAN Ah, mondial. Oui, c'est pourquoi on dit réseau privé, c'est-à-dire c'est un ils LAN ont Azure a un réseau qui est privé. dédié, Oui, un c'est réseau un- privé qui est dédié seulement euh, que Azure. seulement qu'à Azure. Ok, Oui. ok. Maintenant, comme de chez toi, tu ne peux pas te connecter directement sur cette infra-là, on peut dire que c'est un Mhm. backbone en fait. Donc, Ok. Microsoft permet à ce que depuis Internet, tu puisses accéder aux ressources Azure. Sinon, Azure lui-même, là, c'est pas Internet. Fermé. C'est un réseau à part. On va voir Mhm. par la suite, par exemple, que dans Azure, les réseaux qu'on va créer vont avoir des plages d'adresses réseau privées en 10, par exemple, hein, la classe A. On verra également que, comme c'est des réseaux privés, on peut les interconnecter. Donc, ça veut dire que si tu as ton infra dans Azure, ton réseau Mhm. virtuel que tu as dans Azure, là, tu peux l'interconnecter avec ton réseau privé que tu as actuellement au bureau. Puisque c'est deux réseaux privés. En deux réseaux privés, on peut faire une interconnexion. Exactement. On connaît déjà les solutions d'interconnexion, on a VPN, on a plein de trucs, Mhm. voilà. Donc, ces solutions-là existent aussi pour interconnecter, hein, ton réseau que tu as sur Azure et puis ton réseau qui est on-prem. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, si la pilule est passée, on peut continuer. Donc, donc hier, on a vu également ce que c'est qu'un abonnement qu'on peut appeler aussi une souscription. Donc, Un l'abonnement, instant, hein. Je vois oui, que, allô? oui, Je vois que la réunion n'est pas enregistrée. si, c'est enregistré. C'est enregistré? Oui, Ah, j'ai je vois lancé pas, c'est enregistré. l'enregistrement. Ok, d'accord. Donc, l'abonnement, qui est aussi la souscription, te permet de pouvoir payer tout ce que tu vas activer ou bien déclencher comme paramétrage, configuration, tout ça. Du coup, Mhm. on peut avoir plusieurs abonnements, hein, Ok. euh, pour ton compte. Donc, par exemple, comme tu le vois sur le schéma qui est là, c'est ce que beaucoup d'entreprises font, c'est-à-dire qu'on a un abonnement pour ceux qui font du développement, un abonnement pour les tests et puis un abonnement pour l'environnement de production. Pour la production. Voilà. Ok. Parce que les trois environnements n'ont pas la même criticité. Non, Voilà. non. Ceux qui font un développement là, s'il n'y a plus l'argent dans leur abonnement, c'est pas grave. On peut dire, bon, continuer à Mhm. travailler. Après, quand on va avoir l'argent, on va charger. Mais la production, on ne peut pas se le permettre. Voilà, c'est Non, non. pas. Donc ici, va intervenir déjà le premier, si tu veux, la première bonne pratique que tu dois noter. Voilà. C'est que quand vous aurez votre souscription, ou bien quand vous aurez votre infra Azure, il faudra convaincre ton management, ton top management, à avoir plusieurs abonnements, plusieurs souscriptions. Voilà. Il ne faut pas Plusieurs charger. souscriptions. Oui, Plusieurs souscriptions. oui.
C'est-à-dire? L'abonnement, c'est la souscription. On a vu ça hier. Oui, oui, C'est- oui. Donc, chaque fois que tu veux créer une ressource, ils vont te demander de préciser l'abonnement ou la souscription à partir du ou bien de laquelle on doit te prélever. Tu vois un peu? Ok, si c'est l'abonnement de production ou l'abonnement de test ou l'abonnement de développement. Voilà, Ah, ok. voilà. Donc, quand tu es en train de créer, par exemple, une VM pour le test, tu vas aller choisir l'abonnement de test. Quand tu es en train de créer une VM pour la production, tu vas choisir l'abonnement de production. D'accord. C'est bon? Mais dans tous les cas, l'outil est très, très intéressant. Tu peux même faire sortir des reporting pour voir quelles sont les ressources qui consomment, par exemple, tel abonnement, tel abonnement, tel abonnement. C'est bon? C'est bon. OK. C'est bon. C'est-à-dire, lors de la création de compte, on doit avoir plusieurs abonnements. Non, tu fais la demande, hein. Si tu ne fais pas la demande, ils vont te donner un seul abonnement. C'est comme, par exemple, je te donne un exemple. Donc, Tu as ton mhm, téléphone là, tu as deux puces. mhm. Voilà. Donc, tu as une puce Orange qui représente l'abonnement de production. Et puis, tu as une puce Move qui représente l'abonnement de test, par exemple. C'est bon? C'est bon. Voilà. Donc, quand tu fais les appels à un Move, on te coupe dans Move. Si tu fais appel à un Orange, on te coupe dans Orange. Ah oui, je vois. Donc, on doit discuter de cela Avant de commencer. avant de commencer. Oui. Maintenant, si Parce vous que n'avez pas, eux, là, je le connais, ils risquent de payer un seul abonnement et puis bon, voilà. si vous n'avez pas discuté de ça, que les gens se jettent les deux pieds, les deux mains dans le plat, Non, c'est pas bon, bon. non, on peut toujours rattraper. On peut toujours acheter l'abonnement à n'importe quel moment. Mais il faut t'assurer que ce que vous avez payé là, pour envoyer soit Mhm, vos serveurs web ou bien vos applications là, ça ne doit pas mhm. être utilisé vraiment pour n'importe quoi. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc aujourd'hui, hier, on a vu un premier tableau comme ça qui nous montrait les différents plans de souscription. On avait les gratuits, on avait le P1, le P2, et puis il y avait un quatrième, comment on appelle ça? Que j'ai oublié un peu. Donc ici, nous allons voir les types d'abonnements. Donc, on a l'abonnement gratuit. L'abonnement gratuit, c'est quand, par exemple, comme je le disais tantôt, tu crées Le ton quatrième, là, compte. c'était la gouvernance, non? Tu dis? Le quatrième, là, c'était la gouvernance. Voilà, Il y avait l'abonnement gratuit, il y c'est ça. avait P, non, P1, P2. P2 et puis la gouvernance, c'est ça. La gouvernance. Donc, quand tu crées ton compte gratuit sur Azure, Microsoft te donne un crédit de $200. Hmm? Bon, Mhm, en termes financiers, on appelle ça du freemium, c'est-à-dire on te donne un accès gratuit à la solution pendant mhm, 30 jours. Donc, tu dois consommer les $200 là sur les 30 jours. Hein, faire tous les tests que tu veux, ce que tu veux, enfin, comprendre, tout ce que tu veux vérifier. Tu fais des tests avec les $200. Et une fois que les 30 jours sont arrivés, même s'il te reste encore de l'argent, ce n'est plus valable, tu ne pourras plus utiliser. Mais tout ce que tu auras mis en place avec cet abonnement gratuit-là va rester mhm. disponible pendant un an. En fait, si tu veux, c'est le passage pour pouvoir payer normalement. Donc, tu vas utiliser le gratuit pour tester. Si ça te plaît, maintenant, tu vas faire une demande formelle pour avoir une bonne souscription pour fonctionner. Maintenant, on a payé à l'utilisation ou en anglais, pay as you use or pay as you go. Bon, c'est aussi appelé en français le prépayé. Voilà. Un peu comme ce que tout le monde utilise en Côte d'Ivoire sur les téléphones mobiles. Donc, tu as une puce prépayée, tu charges et au fur et à mesure que tu vas consommer, Azure va couper, 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 couper. Voilà. Le jour, c'est fini. Tu ne pourras plus créer d'autres ressources.
ou bien même tes ressources que tu as créées là, ils vont simplement s'arrêter parce qu'il n'y a plus l'argent pour faire tourner. C'est comme ça sur Azure. Donc, payer ou bien paiement à l'utilisation, pay as you go. C'est bon? Donc, deuxième type d'abonnement. Troisième type d'abonnement, on a le CSP qui est le Cloud Service Provider. C'est un partenaire de Microsoft par qui tu passes pour avoir un abonnement. Donc, lui, il a un espace. Microsoft lui crée un espace dans Azure. Et quand toi, tu as besoin d'utiliser les ressources Azure, tu passes par lui. Et puis, lui, il va aussi créer ton abonnement. Et puis, voilà. Donc, c'est comme si c'est une facturation par étape. Bon, lui, il reçoit des licences en volume, en grand nombre par Microsoft et lui, il revend à ses clients. Donc, si tu passes par un CSP, c'est que Microsoft va facturer l'utilisation au CSP et le CSP va te refacturer. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, les abonnements Enterprise, ça c'est pour les grandes entreprises qui ont un contrat entreprise avec Microsoft. On appelle ça Enterprise Agreement, le contrat d'utilisation des licences. Donc, ces entreprises-là peuvent demander à Microsoft, dans le cadre de ce contrat-là, de leur mettre à disposition un abonnement ou bien des abonnements pour leur travail sur sur Azure, pardon. Maintenant, on a aussi les abonnements étudiants. Bon, moi, j'avais 2 abonnements étudiants, il me reste un. L'abonnement étudiant, Microsoft va te donner 100 $ par mois pendant 1 an. Voilà. Mais avant que Microsoft ne valide, il faut apporter les preuves que tu es un étudiant. Bon, c'est pas étudiant comme on va à l'école avec une carte d'étudiant, non. Mais il faut prouver que toi, tu es vraiment dans le domaine Microsoft. Donc, par exemple, Avant qu'on ne t'accorde. voilà, par exemple, tu prouves que tu as suivi des formations, tu as eu des certifications, ou bien tu es formateur, des trucs comme ça. Et puis, Microsoft va te donner ça. C'est bon? Donc, Est-ce qu'on peut revenir, pardon, est-ce qu'on peut revenir sur le contrat entreprise là? oui. Je n'ai pas bien suivi. Donc, je disais tantôt que les entreprises, sinon certaines entreprises ont ce qu'on appelle l'Enterprise Agreement ou bien un contrat d'entreprise avec Microsoft. Comment cela se manifeste? C'est-à-dire, quand toi, tu es en train de payer une licence Windows Server 2022, hein, Allô? 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 Allô, oui, je suis là. Voilà. Donc, je disais que si, par exemple, une entreprise comme la CIE veut payer individuellement les licences pour ses postes utilisateurs et pour ses serveurs, ça sera beaucoup. Voilà, parce que je donne un exemple. Un Windows Server standard, on va te dire 400 000 francs.
donc multiplié par le nombre de verbes que la scie a, c'est beaucoup. Donc, c'est un peu un arrangement qu'ils font et Microsoft leur donne la possibilité d'utiliser les licences et puis après, soit par trimestre ou bien biannuel ou bien à la fin de l'année, ils font sortir des statistiques pour déterminer le nombre de fois qu'ils ont installé Windows Server, le nombre de fois qu'ils ont installé par exemple Windows 11 et puis on leur donne une facture. Voilà. Donc, on ne fait pas ça pour toutes les entreprises. On fait vraiment pour Ça, les c'est pour les entreprises. grandes entreprises. Oui, qui ne vont pas fuir. Voilà. Alors, si toi, tu as utilisé, et puis un matin, on te sort une facture de, par exemple, 500 millions ou bien 2 milliards, bon, quand Microsoft va revenir encore, tu n'es plus là. C'est un peu ça. C'est bon? Maintenant, dans ce contrat enterprise-là, intervient un autre élément qu'on appelle la software assurance. Donc, la software assurance, c'est comme une assurance de... La même année, on paye les assurances de voiture, là. Donc, quand tu as l'assurance, ça te donne la possibilité de bénéficier d'un certain nombre de prestations, hein. Par exemple, si tu as un accident, ainsi de suite, des trucs comme ça. C'est la même chose. Donc, quand tu as la software assurance, par exemple, si Microsoft fait sortir Windows Server 2024, tu n'as plus besoin d'aller payer. Dans le cadre de la software assurance, tu peux migrer tous tes serveurs qui sont, par exemple, en Windows Server 2019, 2022 vers la nouvelle version sans rien payer. Tu vois un peu? OK. Là, c'est lorsqu'on a La software assurance. software assurance, voilà. Tu vois un peu? OK. Même quand tu as la Oui. software assurance, tu peux downgrader, upgrader, tout ce que tu veux. Ça fait partie des avantages du contrat entreprise. C'est bon? Et là, ça peut coûter combien? Ou Ça bien tout dépend. dépend de... Ça dépend. Hmm. Et il y a un contrat que vous devez négocier et puis vous signez. Donc, si tu veux ça, on se voit en off. Ah oui, ah oui. D'accord. Donc, là, j'ai déjà expliqué comment obtenir un abonnement. Donc, soit par le contrat entreprise que je viens d'expliquer, soit tu passes par un revendeur, Un revendeur. hein, comme par exemple, je dis n'importe quoi, MC3, Polaris, Hightech, tout cela. Il peut te vendre, hein, des abonnements. Ou bien, Abonnement Microsoft. voilà, ou bien tu passes par un partenaire, ce qu'on appelle les CSP, les Cloud Service Providers. Ou bien, toi-même, tu vas directement sur Google, tu tapes créer un compte Azure gratuit ou bien un abonnement Azure gratuit et tu vas démarrer immédiatement avec l'abonnement gratuit. Alors, dans Azure, tout ce que nous pouvons créer, on les appelle des ressources. Donc, ça fait partie aussi des terminologies que tu dois maîtriser. Voilà. Pour que quand tu vas aborder ça devant tes gars là-bas, ils sachent que, ah, elle, André, elle est calée. OK. Comment créer des groupes de ressources? Non, non, non. D'abord les Il ressources. faut savoir ce que c'est que les Les ressources. ressources, voilà. Une Voilà. ressource sur Azure, c'est tout ce que tu peux disposer, tout ce que tu peux créer. Par exemple, quand je crée un réseau virtuel, c'est une ressource. Je crée une machine virtuelle, c'est une ressource. Je crée une base de données, c'est une ressource. Je crée une instance, c'est une ressource. Je crée une adresse IP, c'est une ressource. Euh, je crée une application, c'est une ressource. Je crée quoi? Un backup, c'est une ressource. Donc, tout ce que je peux créer dans Azure devient une ressource. C'est bon? Et donc, ces Ah oui. ressources-là, tu te rappelles du chapitre de ce module, c'est quoi? C'est gouvernance et conformité. Donc, comment bien gérer notre environnement? Donc, pour bien gérer notre environnement, Azure nous propose de grouper les ressources, hein, de manière logique ou bien virtuelle, si tu veux. Donc, on peut créer des groupes de ressources. Alors, le regroupement n'est basé sur aucun principe. L'essentiel, il faut que
une ressource que tu crées appartienne à un groupe. Donc, tu peux décider de grouper les ressources, soit par type, par nature, par service, par application, ça dépend de toi. Tu peux décider de mettre toutes les VM dans un même groupe de ressources. Tu peux décider, par exemple, de mettre toutes les ressources qui contribuent à la fourniture d'un service précis dans un même groupe. Je donne un exemple. Si tu as une application de paye, hein, qui a le serveur d'application se base, par exemple, sur une base de données SQL. Donc, ça veut dire que tu as deux VM. La VM de l'application, la VM de la base de données. Et puis, tu as, par exemple, le réseau virtuel dans lequel se trouvent ces deux VM, le subnet, si tu as des adresses IP. Donc, tous ces éléments-là, toutes ces ressources-là, tu peux les regrouper à l'intérieur d'un même groupe de ressources parce que c'est tous ces éléments qui contribuent à la fourniture d'un même service. Tu vois un peu? Ok. Donc, le regroupement, il n'y a pas un conseil. Voilà, il n'y a pas un conseil. Tu peux regrouper comme tu veux, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est que quand tu as créé un groupe, tu ne peux pas le supprimer. Bon, on dit pas ne pas. On peut supprimer en fait. Mais quand tu supprimes le groupe, ça supprime tout ce qui est dedans. C'est pourquoi on dit de ne pas supprimer. Donc, quand tu crées un groupe, tu lui donnes un nom. On ne peut pas changer le nom du groupe une fois qu'on l'a créé. Si tu veux changer le nom, bon, je reprends. Quand on crée un groupe de ressources, on ne peut pas le renommer. Ça, c'est la première règle. Donc, si tu veux renommer le groupe de ressources, tu dois créer un autre groupe avec le nom que tu veux ou bien que tu aimes là. Tu déplaces tes ressources vers ce nouveau groupe-là Vers ce nouveau groupe-là, avant avant de de supprimer supprimer l'autre. l'ancien. Parce que si tu supprimes, toutes les ressources que tu as créées qui sont dedans là vont être supprimées aussi. Ok. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, quand vous souscrivez, on a ce qu'on appelle les limites et les quotas. Alors, les limites et les quotas, c'est quoi? Donc, par exemple, quand chez vous, vous allez demander l'abonnement, bon, ils vont demander, par exemple, la taille de l'entreprise. Ils vont dire, vous avez combien d'utilisateurs, vous espériez, ou bien une estimation du nombre de VM que vous voulez mettre Nous sur ont déjà demandé ça même. Voilà, voilà. Donc, quand vous fournissez ça, sur la base de ça, ils vont vous déterminer des quotas. Donc, par exemple, ils vont dire, bon, on va vous fournir un network watcher, un seul network watcher. On va vous fournir, par exemple, 100 vCPE et puis une capacité de mémoire de, par exemple, 100 Tera. Donc, ça veut dire que, en fait, ce sont des quotas, ce ne sont pas des trucs qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire que quand tu vas créer tes ressources au fur et à mesure, quand tu vas vérifier dans utilisation et quota, quand tu vas vérifier dans quota, tu vas te rendre compte que au fur et à mesure que tu crées, ça va diminuer. Tu vois un peu? Oui. Voilà. Donc, si tu avais par exemple 100 vCPU, si tu as créé une VM pour qui tu as donné, par exemple 4 vCPU, ça va diminuer.
Allô? 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 Oui. Sorry, Allô? sorry. Voilà. Donc, au fur et à mesure que tu vas utiliser les ressources, ça va diminuer, ça va diminuer. Mais on ne s'inquiète pas. C'est-à-dire que si tu constates que tu tends vers le quota que Microsoft a donné et que tu en as besoin, tu fais la demande. Hein, tu ouvres un ticket, tu fais la demande, ils vont augmenter. C'est un peu comme l'espace de stockage de trucs, comment on appelle ça? De OneDrive. Hein? OneDrive ou bien de la messagerie. Si ton données Donc, quand tu en as besoin, tu fais la demande et puis ils vont ajouter. Je ne sais pas si tu vois. Mais donc, tu as vu que l'enquête, bon, je peux dire l'enquête, le fichier qu'on vous a demandé de remplir, c'est sur cette base-là qu'ils vont déterminer les quotas. Voilà. Donc, C'est Microsoft même qui détermine les quotas. oui, ce n'est pas vous qui fixez les quotas, c'est eux qui fixent les quotas. Donc, par exemple, En fonction de ce qu'on leur donne. voilà, comme information. Donc, votre Information. quota sera, par exemple, différent du quota, par exemple, d'une autre entreprise. Voilà. Il y a des entreprises qui auront, par exemple, des milliers de VCPU, voilà, des centaines de network watchers, tandis que chez d'autres, on aura moins. Donc, le quota il n'est pas identique pour tout le monde. Tout dépend des informations que vous allez leur fournir. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, pour mieux gérer aussi l'environnement, Azure, enfin, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les groupes administratifs. Voilà. Donc, ce sont des groupes dans lesquels on peut ajouter des utilisateurs et puis auxquels aussi on peut affecter des rôles. Voilà. Donc, ces groupes-là, on peut les utiliser pour manager les abonnements. Et puis, il y a l'héritage aussi. Donc, ça veut dire que si tu as un groupe, comme le schéma le montre là, hein, tu as un groupe racine, si l'héritage est activé, ce groupe-là, normalement, aura, si tu veux, des droits sur les autres abonnements qui sont en dessous. Voilà. C'est bon? Et ça permet également, comme je l'ai dit là, de générer des rapports sur la conformité, sur la gestion, sur l'utilisation, voilà, pour savoir quelles sont les ressources qui consomment le plus hein, notre abonnement, ainsi de suite.
Un autre élément encore pour bien gérer notre espace, c'est le tag, sinon l'utilisation des tags. Alors, bon, les tags existent bien dans d'autres environnements, hein. En réseau, par exemple, on a pu utiliser les tags. Donc, ce sont des métadonnées qu'on va fournir sur, par exemple, ou bien lors de la création d'une ressource. Donc, on peut utiliser les tags soit pour appliquer des mesures de sécurité ou bien pour, par exemple, l'organisation logique des ressources. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des groupes de ressources. Donc, on peut dire, par exemple, toutes les ressources qui ont été taguées, par exemple, finance, doivent appartenir à tel groupe. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà. Donc, mais il faut fournir l'information du tag lors de la création de la ressource. Et puis, si, au niveau, par exemple, de la consommation de l'abonnement, si tu as tagué tes éléments, je crois qu'il y a une question là-dessus même à l'examen, c'est-à-dire qu'on va vous demander si on veut savoir la part de consommation, par exemple, du département finance. Hein. Cela veut dire qu'au préalable, quand tu crées les ressources, tu as tagué pour chaque ressource le département. Donc, quand tu vas dans l'abonnement, tu choisis finance ou tag, lui va te faire sortir l'ensemble des ressources département finance et puis leur consommation. Voilà. Ça peut aller. Donc, quand tu es en train de créer, il C'est pour faut... ça. Donc, si je comprends, c'est pour une meilleure organisation. Voilà. Les tags, là. Les tags, oui. Oui, les tags, eux, ils facilitent les recherches dans les groupes de ressources. Oui, il facilite les recherches, mais on peut les utiliser pour des actions automatiques, ou bien pour automatiser certaines tâches. Ah oui, 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 oui. Ou bien, par exemple, si tu veux faire un filtre, hein, si tu veux voir toutes les ressources qui appartiennent à un département, à un service, voilà, tu peux utiliser les tags. Mais ça, cela veut dire, comme je l'ai dit là, que lors de la création de ces ressources-là, tu as indiqué les tags. Si tu n'as pas renseigné, tu ne pourras pas. Donc, les tags sont à renseigner. Voilà. C'est un peu comme les attributs dans l'AD, là. Quand tu crées un compte, il faut renseigner hein, le log, le first name, le last name, le display name, des trucs comme ça, voilà. Il faut renseigner. C'est bon? Alors ici, Azure nous donne quelques conseils, sinon quelques petits topos pour payer moins. Voilà. Parce qu'avec toute l'infra que je t'ai présenté, mondial, ils ont créé des data centers, un réseau mondial de fibres optiques. Vraiment, c'est des milliards de dollars, des milliards de dollars qui ont été investis. Donc, toi aussi, quand tu vas aller là-bas pour utiliser, il faudrait que tu payes. Donc, c'est un peu comme si je te disais, je vais te donner des topos pour ne pas trop consommer, comment on appelle ça, de l'énergie, ou bien vous payez moins. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc ici, le topo le plus intéressant, c'est les réservations. Voilà. Par exemple, Azure fait des promotions par moment. Donc, il arrive par moment au cours de l'année que, bon, Azure fasse des Est-ce que promotions. ça, c'est Oui, 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 oui. c'est réel? C'est réel, c'est réel. Par exemple, oui, par exemple, une VM. Une VM qui coûte, par exemple, 30 dollars par mois, Azure, lors de la promotion, peut te dire, tu payes 10% ou 20% seulement de 30 dollars. C'est vraiment du gratuit. Hein. Donc, quand ça arrive, tu peux faire de la réservation. La réservation veut dire que tu dis à Azure que, bon, toi, tu as un projet qui commence par exemple dans 3 mois, dans 6 mois, ou bien dans 8 mois, ou dans 1 an, et que tu souhaiterais que lors de ce projet-là, tu puisses utiliser les ressources, bien les VM, au prix indiqué de, comment on appelle ça, de la promotion. Voilà. Donc, ils vont te dire, bon, tu auras besoin de combien de VM? Tu dis par exemple 20 VM. Donc, ils vont te dire, bon, 20 VM, si tu dois payer 10% de 30 dollars, ça te fait 3 dollars.
Donc, du coup, tu auras 3 $ fois 20 VM. Donc, eux, ils vont réserver ça pour toi. Mais quand la période arrive aussi, là, il faut faire, il faut payer. Voilà. Parce que tu n'as pas réservé. Et puis, quand ça va arriver, tu as dit non, le projet est tombé à l'eau. Non, ça, tu vas les dédommager. Voilà. Parce qu'ils auraient dû donner ça à d'autres personnes et toi, tu as pris. Voilà. C'est-à-dire quoi? Pendant la promotion, lorsqu'ils font la promotion de leurs produits, c'est-à-dire on fait des réservations. Oui. Je te donne un exemple très simple. C'est comme par exemple, toi, tu es en train de peut-être construire une maison, voilà. Et puis tu vas chez, comment on appelle, ceux qui vendent les matériaux de construction, là. Ils font par exemple, une tonne de ciment à 100 000 en temps normal. Et puis il y a une période où ils font la promotion où la tonne de ciment, au lieu de 100 000, passe à 15 000. Mais toi, la période où ils font la promotion, là, toi, tu n'as pas encore commencé à construire ta maison. Donc, tu peux dire, ah, moi, je vais profiter de la promo, je vais par exemple 20 tonnes de ciment, mais c'est dans 1 an que j'ai commencé, moi, ma maison. Ils vont te dire, OK, il n'y a pas de Donc problème. le temps est défini avant. Oui, oui, tu leur dis. Tu leur dis Ok. que moi, c'est dans 3 mois, dans tant, tant. Donc, tu leur dis, bon, moi, j'aurais besoin de 20 tonnes au prix de la promo. OK. Donc, ils prennent tes références, machin, tout ça là, ton compte bancaire, tout ce que tu veux. Et puis, avant même que la période que tu as indiquée n'arrive là, eux, ils vont te relancer. On dit, ah, il reste par exemple 1 mois, hein, il reste 2 semaines, hein, tant, 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 ainsi de suite. Voilà. C'est un peu ça la réservation. L'autre élément intéressant aussi pour payer moins, c'est le fonctionnement hybride. Donc, par exemple, Concernant la réservation, le temps que tu donnes à Azure, il faut que ça soit respecté. bien sûr, sinon tu vas te... Qui fixe le temps? c'est toi qui fixes le temps. Ok, ok. Parce que si ils ont fixé le temps, demain, tu es capable de dire non, ça ne t'arrange pas, c'est pourquoi tu n'as pas. Ok. Donc, toi-même, tu fixes le temps et puis eux s'alignent là-dessus. Maintenant, l'autre aspect que je voulais aborder, c'est de parler du cas hybride, c'est-à-dire, vous avez par exemple des licences Windows Server ou bien Office on-prem. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser ces licences aussi sur Azure. Voilà. Donc, si aujourd'hui tu disposes par exemple de licence Windows Server 2022, quand tu crées une VM sur Azure, tu peux dire à Azure que toi, tu as déjà une licence. Donc, il n'a qu'à créer la VM, installer l'OS et puis toi-même, tu vas activer la licence. Donc, quand tu fais ça, ça te revient moins cher. Si la VM coûtait par exemple 20 $, par exemple, Azure va te vendre peut-être à 15 ou bien à 12 $. Voilà. Donc, c'est un peu ça, un peu quelques petits conseils pour payer moins. On peut aussi créer ce qu'on appelle des alertes. C'est-à-dire que si tu as un budget, je dis n'importe quoi, de 1000 $ par mois, tu peux faire, c'est un peu comme du monitoring, hein. Tu peux dire, bon, je crée un budget de par exemple 800 $ sur les 1000 et quand la consommation va atteindre 75%, que Azure te prévienne. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, quand tu vas atteindre les 75% des 800, Azure va t'alerter. Ça, c'est d'abord un. Donc, tu auras 75% des 800, donc il te reste 25% des 800 $ en plus des 200 autres dollars que tu n'as pas touché sur les 1000. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, tout ça, ça te permet d'être proactif, de ne pas attendre que... Parce que je te disais tout à l'heure, une fois qu'il n'y a plus d'argent dans la souscription ou bien dans l'abonnement, tous tes services s'arrêtent. Voilà. Donc, pour ne pas être à court de budget, et toi-même, tu connais, hein, dans une organisation, euh, quand on doit sortir de l'argent qui n'a pas été prévu au budget, combien de fois c'est difficile, combien de fois les financiers vont poser question, combien de fois le DG même, mais pourquoi? Bon, donc, il faut anticiper. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, tout ça contribue à la bonne gouvernance. Maintenant, pour gérer maintenant
comment on appelle ça, la conformité, nous aurons recours à ce qu'on appelle des policiers, agir policiers. Donc, les policiers, ce sont des règles qu'on va mettre en place pour soit permettre certaines choses ou bien interdire certaines choses dans notre environnement. Donc, par exemple, vous pouvez dire que chez moi, il y a des types de ressources qui ne sont pas autorisées. Je dis n'importe quoi. Peut-être que chez vous, vous allez utiliser seulement que des VM pour mettre vos applications en ligne. C'est tout. Donc, en dehors de ça, là, tu peux par exemple blacklister tous les autres types de ressources qui peuvent exister. Pour ne pas qu'un IT, je ne dirais pas véreux, mais voilà, un gars zélé, quand il va tomber sur Azure, il va voir qu'il y a plein de choses, il va vouloir essayer. Oh, tout ce que tu vas essayer là, c'est en train de consommer. Voilà. Donc, il y a des types de ressources que tu peux autoriser, d'autres que tu peux interdire grâce aux policiers. Par exemple, des types de machines virtuelles. Voilà, on va voir. Chez Azure, il y a plusieurs types de machines virtuelles. Donc, il y a des machines virtuelles, des types que tu peux autoriser, d'autres types que tu peux interdire. Tu peux, par exemple, autoriser des localisations. Tout à l'heure, on a vu la carte du monde, là, avec les différents data centers. Donc, tu peux dire que chez toi, là, toutes les ressources qui vont être créées doivent être localisées, par exemple, dans la région de France Sud, par exemple. Donc, en dehors de France Sud, là, dans toi, ton environnement, n'importe quelle personne qui va vouloir créer quelque chose ailleurs, ça ne va pas passer. C'est pas si tu vois un peu. Ok. Voilà. Et puis, ça fait partie des stratégies. Voilà, ça fait partie des stratégies. Un autre exemple, exiger une étiquette. L'étiquette ici, c'est le tag dont je te parlais. Donc, chez moi, par exemple, quand tu crées une VM, tant que tu n'as pas renseigné le tag là, si tu fais valider là, il va t'envoyer un message de pour dire non, il y a une information qui manque, donc il ne peut pas créer la VM. Donc, ça veut dire qu'on rend le tag obligatoire. On rend aussi la sauvegarde obligatoire. Quand tu finis de configurer, il faut paramétrer en même temps la sauvegarde. Si tu n'as pas paramétré la sauvegarde aussi, il va te dire qu'on ne veut pas créer la VM. Donc, voici un peu quelques cas d'utilisation des policiers. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne? Ça nous permet d'appliquer des conformités. Donc, pour ne pas que les gens fassent tout et n'importe quoi, parce que, je reviens encore sur l'affaire, tout ce qu'on va créer va consommer de l'argent. Voilà. Donc, il faut regarder, autoriser ce que tu dois autoriser, interdire ce qui est interdit. Donc, comment... Donc, comment on crée les stratégies? Alors, je peux dire qu'on a 3 étapes. On définit ce qu'on appelle les définitions de stratégie et puis on crée. Mais il faut dire que la stratégie en elle-même, c'est un script ou bien un bout de programme au langage JSON. Tu connais JSON? Oui, JSON, oui. Voilà. Donc, du coup, c'est un JSON. Ensuite, une fois que tu as fini de créer, tu dois définir l'étendue. C'est-à-dire que les éléments sur lesquels tu vas appliquer cette stratégie-là. Donc, par exemple, si tu décides d'appliquer à un groupe de ressources, c'est ce groupe de ressources seulement qui sera évalué. Si tu décides d'appliquer à une souscription, c'est la souscription seulement qui sera évaluée. Si tu décides d'appliquer à tout ton organigramme, à toute ton organisation, pardon, c'est toute l'organisation qui sera évaluée. Donc, tu définis
tu développes ou bien tu crées au format JSON, tu appliques au scope déterminé, au périmètre si tu veux, et puis tu fais l'évaluation de la conformité. Donc, si moi j'ai créé un bout de programme en JSON pour vérifier toutes les VM sur lesquelles on a configuré de la sauvegarde pour ma souscription. Donc, quand j'ai fini d'appliquer, il va me faire sortir un rapport pour me dire, par exemple, il y a 20 VM qui sont conformes, il y a par exemple 2 qui ne sont pas conformes. Et puis, il va me dire comment faire pour remédier à la non-conformité. Okay. Donc, c'est le rôle de stratégie Azure Policy. Ça peut aller? OK. Ensuite, pour bien manager notre environnement, on a aussi recours à un autre service qu'on appelle le Airback. Sûrement que dans Windows Server, tu en as déjà entendu parler. Airback, oui, ça me dit quelque chose. Ça permet de faire quoi? Airback. Ça sert à quoi? Ça, je connais pas son rôle. OK, c'est Role-Based Access Control. En français, le contrôle d'accès ou bien la... Contrôleur d'accès. Non. Le contrôle d'accès basé sur le rôle. Donc, ça veut dire que ton niveau d'accès va dépendre du rôle qu'on va t'attribuer. Le rôle ici, si tu veux, c'est un peu comme dans l'AD, où on dit par exemple, tu es administrateur, tu es contributeur, tu es propriétaire. Ouais, un peu, non? Voilà. Donc ici, ton niveau d'accès va dépendre du rôle qu'on va t'attribuer. Donc, le propriétaire, le owner, n'a pas le même niveau d'accès que, par exemple, le contributeur, qui n'a pas aussi le même niveau d'accès que le lecteur, ainsi de suite. C'est bon? Non, je n'ai pas bien saisi. Je disais que ton niveau d'accès va dépendre du rôle qu'on va t'affecter. Donc, si vous êtes contributeur, vous n'avez pas le même niveau d'accès. Si tu veux, vous n'avez pas les mêmes privilèges que celui qui est propriétaire, qui n'a pas aussi les mêmes privilèges que celui qui est simplement un reader. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Donc, de ce point de vue, on a les rôles, bien sûr, pour le Airback. Et j'ai fait la comparaison tout à l'heure avec le rôle dans l'AD. Ici, c'est intra-ID. Donc, les rôles dans l'AD s'appliquent à toute l'organisation. C'est que si vous êtes administrateur d'un domaine, c'est dans tout le domaine. C'est ça, non? Alors que quand vous attribuez un rôle Airback, c'est bien précis. Voilà. Le rôle Airback est précis pour quelque chose. Et donc, la différence majeure aussi, c'est que le Airback permet de contrôler l'accès aux ressources. Pendant que les rôles AD, c'est pour manager l'environnement AD. Tu vois la différence, non? Oui. Airback pour gérer l'accès aux ressources. Contrôler les règles d'accès aux ressources. Vos ressources. Il permet de contrôler. Par exemple, voilà, par exemple, tu veux que un utilisateur ait la possibilité de lire les rapports de sauvegarde. Voilà, ça c'est un rôle Airback. Tu veux qu'il soit capable, par exemple, de paramétrer, un autre soit capable de paramétrer, de contrôler les sauvegardes. C'est aussi un rôle Airback. Tu vois un peu. Mais c'est précis à la ressource sur laquelle on va appliquer le rôle. Tu vois si tu vois un peu. Alors que si je dis, par exemple, un utilisateur dans l'AD est manager de sauvegarde, c'est-à-dire que dans toute l'organisation, là, il peut manager toutes les sauvegardes.
Alors que le même rôle airbag, il faut que j'applique. C'est-à-dire que c'est la ressource sur laquelle je vais appliquer là. C'est sur cette ressource-là seulement que l'utilisateur aura des droits. Tu vois la différence? Donc, le airbag est précis par rapport à la ressource sur laquelle on va appliquer. C'est bon? C'est pas bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, les enfants sont en train de me distraire. Ah, oh. Si vous ne vous taisez pas. Donc, les rôles airbag, il y en a déjà qu'on peut appeler les built-in ou bien nous-mêmes on peut en créer. C'est un peu comme dans les GPO, les outils d'administration. Hein, tu peux modifier ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, on a un exemple de rôle. Donc, quel est le rôle qui est mis en vigueur ici? C'est le rôle contributeur. Et ici, à droite, ils ont détaillé un peu ce que ce contributeur a pu faire. Oui. Voilà, donc 5 secondes, tu vas nous dire que contient le rôle contributeur. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, ainsi de suite. Sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'accueille Roxane. Le rôle contributeur. Influenceuse beauté et lifestyle. Donc, c'est un exemple de script qui est là. Oh oui, je vois. Ici, le contrôleur d'action, il n'a pas le droit de supprimer. Il n'a pas le droit de... Il faut commencer en haut d'abord. Ce sont... Oui, Action. En haut, ce sont actions, oui, ce sont les actions que le contributeur peut mener. Il peut faire quoi? Ou ne pas mener. Il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Action. Action ici, il peut tout faire. Ok, c'est juste. Et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il ne peut pas supprimer. Quoi? No action, il ne peut pas supprimer. Quoi? Il n'a pas l'autorisation de supprimer. Quoi? Supprimer quoi? Il n'a pas le droit de supprimer des actions. Non. Regarde bien. Ils ont mis authorization. Étoile delete. C'est-à-dire qu'il n'a no action, il ne peut pas supprimer des autorisations. Oui. N'importe quelle autorisation. Il ne peut pas. Oui, no action, c'est qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas delete des autorisations. Il ne peut pas write, c'est-à-dire qu'il ne peut pas attribuer hein, ou bien modifier des autorisations. Et puis, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Authorization, elevate access action. Donc, il ne peut pas, on dit quoi? Elevate access. Donc, c'est-à-dire que faire monter le niveau. Donc, par exemple, si quelqu'un est lecteur, il ne peut pas le faire passer de lecteur à contributeur, par exemple. Et là, tu passes à un autre niveau. Est-ce que là, on peut parler de niveau inférieur et puis supérieur? Oui, il ne peut pas aller à un niveau supérieur. C'est pourquoi on parle de elevate access. Elevate, d'accord. Data action, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. No data action. Data action, rien. No data action, rien. Assignable scope, rien aussi. Donc, les scopes, c'est quoi? Où ça? Les scopes. Scopes. Oui, c'est que ce sur quoi il peut agir. Tout à l'heure, on a vu le périmètre, les éléments sur lesquels il peut agir. Il peut agir, ok. Donc, par exemple, ici, le contributeur, si on veut résumer en une phrase ou deux, il a tous les droits. C'est ce qui est écrit en haut, il peut tout faire. Oui. Sauf que il ne peut pas supprimer d'autorisation, il ne peut pas donner des autorisations ou bien il ne peut pas élever un niveau d'accès. Voilà. Donc, voilà ce que ça veut dire, ce qui est là.
Donc, ce qu'on a à gauche là, le rectangle qui est en haut, donne un peu quelques exemples du rôle. Propriétaire, contributeur, lecteur, opérateur de sauvegarde, lecteur de sécurité, administrateur de l'accès utilisateur, contributeur de machine vue. Donc tout ça, ce sont quelques exemples de rôles qui existent déjà qu'on peut utiliser. Ou bien on peut copier et puis modifier à notre guise. C'est bon? Donc ça, c'est le rôle airbag. Donc voilà comment se passe. Puisqu'on a vu en 3 étapes. On crée, c'est ça, non? On affecte et puis on évalue. Donc, ici, on a vu comment on crée une définition. Soit on peut utiliser des définitions de rôle qui existent déjà, ou bien on peut copier et puis modifier. Ensuite, on affecte. L'affectation consiste en quoi? L'affectation consiste en quoi? L'affectation consiste à affecter des rôles. On a déjà désigné le rôle. Donc, l'affectation, c'est quoi? C'est d'indiquer les éléments sur lesquels l'utilisateur ou bien le groupe d'utilisateurs aura le rôle qu'on a défini. C'est pas si tu me suis. Donc, on a défini le rôle tout à l'heure, non? L'affectation consiste à indiquer, par exemple, que le rôle contributeur, là, il sera affecté à qui? Pas à qui? Sur quel groupe? Sur quelle ressource l'utilisateur sera contributeur? Je reprends. Premier élément, tu as vu en 1, ils ont mis principal de sécurité. Le principal de sécurité, c'est lui qui bénéficie du rôle. Donc, par exemple, ça peut être un utilisateur, ça peut être un groupe d'utilisateurs, mais ça peut être un autre service. C'est bon? Maintenant, le rôle qu'on définit là, c'est-à-dire que c'est le rôle que le principal de sécurité va bénéficier. Donc, par exemple, ici, le cas d'espèce, c'est le rôle quoi? Contributeur. Donc, on dit par exemple, on dit par exemple que AWA, qui est le principal de sécurité, sera contributeur sur, par exemple, l'abonnement. Voici les 3 éléments. AWA, principal de sécurité. Contributeur, c'est la définition du rôle. Sur l'abonnement, qui est l'affectation. Donc, c'est comme si on affectait le rôle contributeur sur l'abonnement. Et ça fait que AWA, qui est le principal de sécurité, devient maintenant contributeur sur l'abonnement. C'est bon? Ok, c'est bon. Et puis, l'affectation peut être de manière granulaire. C'est pas... si tu as l'habitude de faire des sauvegardes avec Veritas Backup ou bien Backup Exe ou bien Vim, la granularité, ça veut dire que on peut descendre de manière détaillée jusqu'aux éléments les plus infimes et puis les choisir. Donc, le rôle contributeur, là, si j'applique le rôle contributeur au groupe d'administration, si on active l'héritage, c'est tous ceux qui sont en bas, y compris. La ressource voilà. Qui est en bas. J'ai dit, si j'applique le rôle contributeur, au groupe d'administration qui est en haut et que j'active l'héritage, cela veut dire que je suis contributeur sur tout ce qui est en bas du groupe d'administration. Exactement. Mais si je n'ai pas activé l'héritage, ça veut dire que mon rôle de contributeur se limite seulement au groupe d'administration. C'est bon? Oui. Donc, de la même manière, je peux laisser le groupe d'administration et puis affecter ce rôle-là à l'abonnement ou bien ressources groupe ou bien à une ressource même. Donc, c'est pourquoi on parle de granularité. Donc, on peut l'affecter de manière très précise.
Voilà, sur l'élément qu'on veut. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, ici, un peu comme ce qu'on a vu dans le tableau, une différence au niveau de la hiérarchie entre les rôles de l'AD et les rôles airbag. Donc, les rôles de l'AD sont bien sûr à un niveau supérieur parce que c'est dans tout le tenant, hein, ou bien dans tout notre répertoire Azure, alors que les rôles airbag, c'est typiquement pour gérer l'accès aux ressources. C'est bon? Ok, c'est bon. Donc, un utilisateur peut avoir les deux. Voilà. On peut créer un utilisateur avec un rôle. Par exemple, domaine admin dans Intra-ID. Et puis, on va lui, il sera, par exemple, contributeur sur, par exemple, une ressource. Voilà. En fait, le airbag permet, comme je l'ai dit là, de manière détaillée. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé tu as créé une ressource, tu veux donner accès à quelqu'un, voilà, tu affectes un rôle airbag juste pour la ressource, simplement. Le jour où tu n'as plus besoin, tu retires, c'est terminé. Alors que quand on te donne un rôle dans le domaine, c'est dans tout le domaine, peu importe. C'est un peu ça la différence. Ça concerne le rôle intra-ID. Oui, là, c'est dans tout le domaine. Ou bien C'est dans tout le domaine. Voilà, dans tout le tenant. D'accord. Okay. C'est bon? Ok. En plus du rôle airbag. Oui, un utilisateur peut avoir les deux. En plus, non. Ok. Ok. Et comme on peut aussi retirer le rôle airbag. Voilà. Si on le souhaite. Oui, puisque c'est une ressource. Donc, par exemple, j'ai dit n'importe quoi, hein, j'ai créé une VM et je veux que vous soyez, par exemple, administrateur de la VM. Voilà. Donc, je crée un rôle airbag administrateur VM. Je vous affecte et je lie ce rôle-là à la VM. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir administrer cette VM-là. Si demain, je ne veux plus que vous soyez administrateur de ma VM, voilà, je retire simplement ce rôle-là et puis c'est terminé. C'est fini, vous n'avez plus accès à la VM. Voilà. Ou bien je peux avoir un stockage, un repository où j'ai un peu comme les partages là. Voilà, un peu comme les partages des fichiers qu'on a on-prem ici. Et puis je peux décider de donner des rôles pour permettre à des gens d'accéder à des données là-bas. Voilà, le jour où je ne veux plus, je retire. C'est ça. Ça peut aller? Oui, c'est bon. Il y a des questions? Non, ça va. Donc ici, tu auras deux labs. Le lab 2A pour gérer les abonnements et le airbag et le lab 2B pour gérer la gouvernance via Azure Policy. Donc ici, je suis que le premier que tu as lancé là est terminé. Hein? Oui, peut-être, je crois que c'est 1 heure. 1 heure. Mais est-ce que j'ai la possibilité de... Oui, mais faut te comment je peux... C'est-à-dire que rassure-toi que tu as un créneau où les éléments vont pas venir te déranger, ou au moins 1 heure où tu seras concentré, voilà. Concentré pendant 1 heure. Sinon, tu vas lancer 30 minutes après, ils vont venir te couper. Et puis, ça va te faire moins 1 encore. Je pense qu'il a déjà fait, il a lancé 3 à 4 fois. Donc, au repas, il faut repartir sur, comment on appelle ça? Le lab là. Voilà.